Bienvenue à toi dans le podcast journal d'une CEO spirituelle. On est toujours dans le hors-série de l'été de la rentrée sur le leadership cosmique et orgasmique pour que tu puisses piloter ta vie et tes projets avec jouissance, vie orgasmique, connexion au grand tout, connexion au divin. Mais là, on se retrouve pour un épisode un peu particulier qui fait partie d'un hors-série dans le hors-série. Donc, on est sur des poupées russes. Il y a 3 épisodes qui sont dédiés à la création d'un spectacle. Et donc, tu vas avoir 3 épisodes. Un sur la gestion de projet pour créer un spectacle, un autre sur la partie artistique et un autre sur la partie écriture et comédienne. Je sais que vous êtes nombreux et nombreuses dans ma communauté à vouloir créer un spectacle, à vouloir créer des œuvres d'art, pas uniquement créer des business, mais bien plus en fait. Et c'est pour ça que j'avais envie de te transmettre des clés à travers cet épisode. Je vous donne rendez-vous aussi pour un grand événement, c'est la projection en ligne du spectacle Vie orgasmique qui a lieu le jeudi 29 août. Donc tu vas retrouver le lien en descriptif pour t'inscrire. Et puis bien sûr, si toi aussi tu as envie de lancer des projets fous, en fait, des rêves, des projets d'âme. Moi j'aime appeler ça des projets d'âme qui te portent, qui te régénèrent, pas les projets qui t'épuisent, les projets qui te régénèrent avec ton feu sacré, ta puissance énergétique. Tu peux rejoindre le premier module qui est offert du nouveau programme d'Ether d'Alma qui s'appelle les leaders allumés. Tu vas retrouver aussi les liens en description. Et si tu as envie de vivre les choses en présentiel, dans la chair, dans le corps, et qu'on se voit, il y a la retraite en Thaïlande, Cosmic Orgasmic Leaders du 20 au 28 septembre. Tu es le ou la bienvenue. En attendant, bienvenue pour écouter ce nouvel épisode. Profite. Bienvenue à tous sur le podcast Journal d'une CEO spirituelle. Aujourd'hui, on est réunis pour un épisode particulier. On va parler du spectacle Vie orgasmique. Il y a déjà un épisode qui est sorti sur comment créer un spectacle, et notamment avec l'exemple de 2 spectacles dont je parle, sur la partie gestion de projet. Et là, on est réunis avec Emel pour parler de comment créer un spectacle sur la partie direction artistique. Donc, c'est super parce que vous allez en découvrir d'autant plus. Je recontextualise. Emel nous a rejoint sur le spectacle Vie orgasmique pour... je vais raconter après, mais elle nous a rejoint pour la direction artistique, ce qui a fait du spectacle un spectacle formidable, qui aurait été très bien, mais là, c'est devenu une œuvre d'art. Donc, voilà. Pourquoi Emel nous a rejoint ? Parce que je l'ai contactée. Et en fait, je l'ai contactée parce que Emel, donc tu étais dans les accompagnements d'Ether d'Alma, donc je savais ce que tu faisais. Et donc Emel, elle est metteuse en scène. Alors Emel, je fais les présentations et puis tu compléteras ou tu corrigeras, d'accord ? Oui, bien sûr. Mais je le fais avec mes mots, voilà. Donc Emel, elle est metteuse en scène et elle est sur Paris essentiellement. Mais je pense que tu vas nous annoncer des nouvelles aussi prochainement pour les gens qui sont pas sur Paris et je te poserai la question. Donc elle est sur Paris essentiellement et Emel, elle propose des ateliers de facilitation pour trouver son jeu d'acteur. En fait, quand on étudie comme ça la comédie, il y a des comment dire. Alors, je vais dire d'où je pars pour dire ce que je dis. J'ai fait les cours Florent un peu, 2 semaines, et le studio Pygmalion, et je me rends bien compte que quand on veut être comédien et être sur scène, on travaille avec nos émotions, on travaille avec notre histoire personnelle, on travaille avec nos corps, et en fait, ça vient chercher très loin et ça peut être très déstabilisant. Et Emel, elle a vraiment une approche, comme beaucoup essayent d'avoir aujourd'hui, mais en tout cas, moi, je l'ai expérimenté, une approche de reconnexion à soi, à son corps, à ses émotions, aller explorer d'autres espaces dans l'invisible. Elle travaille avec la méthode Tchekhov, tu vas nous en parler, Emel. Et donc, tu proposes à la fois des espaces de facilitation, t'accompagnes aussi à côté des enfants sur le côté comédie, théâtre, etc. Et puis, tu as plein de projets qui sont à l'œuvre. Tu accompagnes aussi des créations artistiques. Est-ce que tu peux nous en dire plus aujourd'hui sur qu'est-ce que tu fais en fait et comment tu accompagnes les personnes ? Qu'est-ce que je fais ? Et ben en fait, j'ai créé donc ma structure qui s'appelle Terre de Myrte il y a 1 an à peine. Avant, je transmettais aussi l'approche Tchekhov auprès de comédiens professionnels, mais dans une autre structure. Et là, j'ai vraiment eu l'impulsion de créer ma propre structure. Pour le coup, on va en parler plus tard, mais c'est vraiment partie du bassin, quoi. Avec l'envie vraiment de créer un espace pour les acteurs ou les artistes ou les aspirants artistes
où ça soit en fait tout ce dont on a besoin pour vraiment éclore. Parce que j'ai souvent observé que dans les écoles de théâtre et dans mes formations, on va t'apprendre un catalogue de choses, tu vas faire mais en fait, on te reconnecte pas vraiment profondément à toi, à ton corps. Et puis que ce soit un espace juste simplement de bienveillant et d'autorisation, en fait. Tout ce dont un acteur a besoin. Donc j'y transmets, j'ai créé des labos artistiques, un labo qui s'appelle Fondation, qui est vraiment sur les fondations du comédien, de l'instrument de l'acteur. Et pour moi, les fondations, elles sont allées chercher dans le corps, et la reconnexion au corps, aux émotions, à son imaginaire, mais tout ça en partant du corps. Voilà, et le texte, il arrive plus tard sur un corps qui est réveillé. Et la plupart du temps en France, on est plutôt d'abord sur le texte, donc le corps est squeezé dans l'histoire. Voilà, donc c'est vraiment une approche organique qui est vraiment sur le laisser-faire. Et j'ai aussi un labo création où avec tous ces outils-là, que moi je trouve incroyables, on explore, on crée quoi, on explore une pièce. Et ça, c'est la deuxième étape. Et donc, je suis à la fois au début de cette aventure et en même temps, ça va très vite. Voilà, je suis hyper contente d'où ça va. Et le spectacle dont on va parler, La vie orgasmique, a aussi été une incarnation de ce que je veux vraiment mettre sur scène. Voilà, des qualités artistiques qui me tiennent à cœur, que je vois pas beaucoup en France, en fait, qui sont vraiment sur cette... c'est ça, en fait, c'est aussi pour ça que j'ai créé, en fait, cette Terre de Myrte. C'était vraiment pour... on est beaucoup soit dans le contrôle ou la virtuosité ou la démonstration. Souvent, quand on va sur scène, on sait à l'avance ce qu'on va faire. Enfin, on est éduqué comme ça. Moi, j'ai été éduquée dans une école où on nous disait, au contraire, tu vas rejoindre des choses que tu as déjà faites. Et en fait, moi, j'apprends l'inverse, c'est comment être au présent tout le temps. Et en fait, ça peut paraître angoissant quand on en parle comme ça, mais en fait, plus mon corps est disponible, plus mon instrument est disponible, en fait, plus justement, c'est ce qui est le plus joyeux, en fait. C'est ça qu'on cherche tout le temps. Et donc, on va créer les conditions d'un état de grâce, en fait. Ça va pas arriver juste une fois, c'est vraiment ça on est en permanence à cet endroit-là du présent. Donc, c'est ça. Et donc, par ailleurs, effectivement, je donne aussi des cours à des enfants. Ça va prendre de moins en moins de place parce que là, je suis vraiment en train de créer ce que j'ai vraiment envie d'amener dans le milieu artistique aussi. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres choses? Je sais pas. J'ai un projet aussi, moi, en tant que comédienne, par ailleurs, qui est en train de se développer en Bretagne. Voilà. Ah ouais, raconte. C'est un début, là. Il y a une première résidence qui va se faire en août. Là, en fait, j'ai rencontré une auteure en Bretagne, et moi je vais beaucoup en Bretagne parce que mes parents sont là-bas, on a une maison de famille depuis longtemps, et puis moi j'avais un rêve, je m'étais dit un jour je créerai un festival sur les plages là-bas, je sais pas, on va faire quelque chose. Et puis voilà, il y a des connexions qui se sont faites avec cette auteure, donc je suis en résidence avec un comédien et elle va écrire à partir de nos improvisations. Enfin voilà, c'est vraiment le début, mais et c'était parce que moi je me considère comme comédienne, c'est-à-dire qu'en fait je ne suis pas juste metteur en scène, ça passe par moi, par mon corps, et donc en permanence, je fais ce travail qui est un travail d'humilité en fait. Je veux pas devenir juste un metteur en scène qui sait, qui dirige. Je veux être tout le temps à la place aussi du comédien, qui est une place aussi de vulnérabilité, de grande réceptivité, et voilà, c'est une dimension qui est inhérente pour moi à ce que je fais. Voilà. Et donc pour résumer, je vais vous résumer Emelle, parce que en fait cet épisode il est là pour partager ce qu'on a vécu sur le spectacle Vie orgasmique, mais aussi pour vous donner des clés pour toutes les personnes qui veulent créer un spectacle, créer un spectacle sur la partie artistique, pour vous donner les clés des questionnements qu'on peut se poser, des cheminements, etc., de ce qui est possible. Donc Emelle, elle peut s'occuper de la direction artistique, metteuse en scène, écriture, parce que c'est ce que tu as fait sur le spectacle Vie orgasmique, et t'écris divinement bien, t'écris trop bien. Tu as aussi des ateliers où t'accompagnes pour que chacun puisse se déployer son art, et comédienne. Donc tu as vraiment un panel qui est très très large. J'ai envie qu'on pour parle être même plus précise, je dirais c'est vraiment libérer le talent de l'acteur.
si je suis plus Libérer le précise. talent de l'acteur. Ouais. Ce qui est vraiment Alors, ça. je dirais même, attends, je rajoute. Je Vas-y. dirais même libérer le talent de l'acteur. Et tu disais tout à l'heure des aspirants comédiens. Et ça, c'est un point important. Parce que nous, quand tu nous as accompagnés, on n'est pas comédienne officiellement. Enfin, moi, je ne suis pas comédienne. Quand tu nous as accompagnés, c'est ça qui est intéressant dans l'approche que tu as eue. C'est que tu es parti du principe, de toute façon, on n'a pas les codes. Je veux dire, on n'a pas fait, on a tout fait, peut-être chacune, il y avait des petits cours à côté, des cours de théâtre, moi un peu le cours Florence, Studio Pygmalion, mais pas du tout comédienne. Et donc, du coup, tu es parti de qui on est, de ce qu'on est pour pouvoir créer à partir de cet espace et pour pouvoir autoriser, oui, un espace d'expression sans tenter de jouer aux comédiennes parce que ça aurait pas du tout fonctionné. Donc, merci de nous avoir embarqués là-dedans. Ouais. Pour expliquer un peu, on va partir de la genèse du spectacle Vie Orgasmique. Donc, je propose il y a un mastermind Shine de Saint-Terre d'Alma, un collectif d'entrepreneurs, et je leur dis, on va monter sur scène, vu qu'on a toute envie de monter sur scène, les Terres d'Alma va réserver une salle et on va monter sur scène. Donc, ça part de là. Et moi, à la base, je me suis dit, en fait, ce qu'on va faire, c'est que chacune va un peu déployer son talent elle a 8 à 10 minutes sur scène où elle déploie son talent. Et moi, je m'occuperai de faire l'intro, les transitions avec un peu des gags, des trucs, etc. Donc, c'était un peu un spectacle, mais en mode chacune à son étape. Et moi, je m'occupais du liant parce que je m'étais dit, on est à distance. On va pas se voir réellement avant de monter sur scène. Et on n'est pas comédienne. Et donc, comment on crée un spectacle vivant avec ce qui est possible pour nous. Moi, je regarde le possible et je me dis qu'est-ce qu'on crée. Et donc, c'est parti de là. Quand on a commencé à faire le premier rendez-vous, enfin même un peu avant, mais 2 mois avant, toi, tu n'étais pas encore dans le projet, donc 2 mois avant, on avait la date qui était fixée au Petit Palais des Glaces. Donc, le Petit Palais des Glaces était réservé. Donc, c'était le moment vraiment de créer l'œuvre, vu que le Petit Palais des Glaces était réservé. Et puis là, en gros, il y a Frédéric et puis ma sœur qui m'ont dit « Attends, mais quand même, Amandine, tu t'embarques dans un truc. Il faudrait peut-être que tu sois un peu aidée sur la partie artistique. » Moi, je me suis rendu compte de ma folie. Je me suis dit oui, toute seule, c'est possible de faire un spectacle et de créer vraiment un moment phare toute seule, mais à plusieurs, je me suis dit en effet, je me suis peut-être embarquée dans un truc un peu ambitieux. Voyons voir ce que ça donne. Et donc ton nom est ressorti. Donc je t'ai contactée pour rejoindre le spectacle Vie Orgasmique sur la partie direction. Alors pas sur la partie direction artistique. Je raconte la genèse. Au tout début, je t'ai contactée pour te dire est-ce que tu peux nous accompagner, va y avoir une structure globale du spectacle avec les mini-conférences et puis le jeu, et pour mettre un peu de mise en scène, tu vois, pour que ce soit un peu déverrouillé et mettre de la mise en scène. Donc je t'ai contacté pour ça, et en fait ça a évolué complètement autrement. T'as rejoint 1 mois et 1 semaine et demie avant le spectacle. Tu as rejoint Vie Orgasmique. J'ai regardé les dates. Ah ouais, c'est fou. Non, mais c'est complètement dingue en fait. C'est complètement dingue ce qui s'est passé en termes de temps. Donc tu as rejoint et en fait tu es venu et moi je pensais que tu faisais que la mise en scène, mais t'as pas du tout fait que la mise en scène, t'as fait plus. Est-ce que tu peux nous raconter ce qui s'est passé? Alors en fait, moi je me souviens quand tu m'as contacté, tu m'avais parlé en fait surtout de la situation, du pitch de départ, tu vois, c'était un parti politique de la vie orgasmique avec chacune un ministère, toi qui étais présidente. Et donc il y avait Vie Orgasmique, déjà le spectacle s'appelait Vie Orgasmique. Et puis il y avait la notion de parti politique, et aussi tu me parlais, oui c'est ça, dans la situation tu m'as parlé de on part à la conquête de Paris. Je me souviens de ça. Et donc je me rappelle qu'on a eu un premier échange qui était déjà, je sais pas moi, du coup mon imaginaire tout de suite, il y a des choses qui sont venues où je me suis dit ah oui, Paris, vie orgasmique. Il y a un truc avec Paris asséché, Paris qui a perdu sa jouissance. Enfin, il y a quelque chose qui me venait direct, en fait, de la métaphore, tu vois, entre... même la superposition entre Paris et la vulve, quoi, et que les berges de Paris sont asséchées. Enfin, tout ça, c'est vraiment venu... c'était le point de départ, je me souviens. Et aussi de rigoler sur cette histoire de, Paris, ville de l'amour, qui a perdu son feu, quoi. Et donc, il y a quelque chose comme ça, tout de suite, qui m'a... en termes d'imaginaire qui est arrivé. Et puis,
je me souviens que j'avais commencé à vous envoyer quelques questions au niveau politique parce que voilà, je sais, le thème, il est quand même c'est un parti politique. On a eu première rencontre Zoom où j'ai découvert les textes. Enfin, je les avais peut-être découverts la veille. Et donc, je vous avais fait travailler plus sur les personnalités de vos ministères. Donc, pour que voilà, je sais pas, c'était le début comme ça. Et puis, il y a quelque chose qui m'est venu, ça s'est réorienté parce que j'ai senti qu'avec le peu de temps qu'on avait, la notion de personnage ou la notion d'aller chercher des choses un peu loin de soi, ça pouvait vite être casse-gueule, fragile. Enfin, en tout cas, mais j'ai vraiment laissé faire, je sais pas, ça s'est fait un peu tout seul. Surtout, j'ai eu vos textes et en fait, ce qui m'a frappée, c'était, et ça, je dirais que c'est en dehors de ma partie artistique, mais il y avait des choses super fortes qui étaient dites dedans, mais ça restait dans le domaine un peu ce que je dirais du développement personnel, en fait, de vos métiers, en fait. Et du coup, du domaine et de l'intime et du développement de soi. Et en fait, moi, ce que je vous disais, en fait, vous vous rendez pas compte à quel point il y a une puissance incroyable dans ce que chacune propose dans ses ministères, qui est en fait le reflet de l'activité de chacune. Hein, c'était vraiment ça. Ouais, il y a une puissance. En fait, si on regarde ça au niveau sociétal, ce que vous déployez juste dans vos textes et donc certainement dans vos accompagnements, en fait, c'est révolutionnaire. Et c'est révolutionnaire et en même temps, tu vois, j'ai des frissons quand je le dis, mais révolutionnaire, ouais, c'est grand, c'est magnifique, quoi. C'est des modèles de société. On dit, voilà, si le monde était comme ça, mais qu'est-ce que ça serait incroyable, quoi. Et en fait, porter cette dimension à un niveau ouais, plus politique, et je sentais que ça résistait pour certaines. Et je sais, hein, je vois bien cet endroit là, du coup, je vais un peu critiquer le développement personnel, mais des fois, il y a des gens qui se déploient, je trouve beaucoup, mais du coup, ils veulent pas du tout regarder cette dimension-là politique, alors qu'en fait, si on va regarder les valeurs qu'ils sont en train de mettre en œuvre dans leur vie, c'est comme s'ils faisaient pas le lien, en fait. Parce que, comme si, et en fait, je trouve que c'est... Ouais, il y a quelque chose d'étrange et en même temps certainement de confortable. Bon, bref, en tout cas, je voulais que vous preniez conscience de ça et du coup, on a fait en sorte que vos textes soient plus puissants à ce niveau-là, entre ce que chacune déploie et en même temps, qu'est-ce que ça veut dire au niveau d'un ministère de proposer ça. Et je pense que, par exemple, dans le texte de Capucine, je me souviens qu'il parlait de souveraineté. C'était déjà présent. Il y avait déjà le lien qu'elle avait fait sur, en fait, que le gouvernement ne soit pas à encourager la souveraineté, ne soit pas préoccupé par la souveraineté nationale, en fait, mais la souveraineté intérieure de chaque citoyen. Et si on part de là, en fait, enfin voilà, moi je trouve ça très fort dans son texte à Capucine, cette dimension-là, et on l'a fait sur d'autres textes. Je me rappelle pour le tien par rapport à la sécurité. Enfin, la sécurité, qu'est-ce que c'est que la sécurité? On est obsédé par la sécurité au niveau politique, mais si si on nous amenait à sentir notre sécurité intérieure, à nous mettre en lien avec, il y a tellement de résolutions de conflits qui pourraient se faire, quoi. Et ça, c'est que des exemples. Voilà, il y avait aussi Frédéric sur qu'est-ce que c'est choisir un boulot qui me parle profondément. Et la plupart des gens vont plutôt penser qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour gagner de l'argent parce que ça va me permettre de survivre. Et du coup, après, je vais avoir un boulot. Enfin voilà, je vais bidouiller, quoi. Mais en fait, si on pense autrement, enfin voilà, à chaque fois, il y a quelque chose de penser autrement, de faire autrement. C'était déjà ça où je trouvais qu'il y avait déjà quelque chose de très puissant. Et puis bon, voilà, moi j'ai fait par ailleurs avant, la notion politique, mais au sens premier du terme, pas politicien, ça m'intéresse. J'ai fait aussi par ailleurs des études de sociologie. Je viens d'un milieu assez politisé et je suis pas forcément justement, je suis plutôt dans ouais, qu'est-ce que c'est que la politique au sens premier du terme. Je vous en ai parlé d'ailleurs, police, les affaires de la cité, quoi. Donc il y avait cette première dimension-là, et je sais que ça crée certains remous chez certaines d'ailleurs. Mais c'était la première chose. Et puis ensuite,
c'est venu, il y a eu vraiment de la grâce sur ce projet où moi, il y a des choses qui me venaient et en fait, mais ça va avec l'approche que je développe. Le mental, quand il comprend pas, il va tout de suite se dire non, mais est-ce que c'est bizarre ton idée? Donc il va la squeezer, quoi. Et en fait, c'est comment j'écoute en fait ce qui vient, ce qui me vient. Et donc du coup, ce qui m'est venu à un moment, c'est de vous faire des commandes d'écriture parce que j'en savais pas assez sur la vie orgasmique, je voulais que ça soit plus incarné, quoi, plus. Et donc, je vous ai demandé d'écrire et de créer une malle à trésor orgasmique. Et le mot m'est venu comme ça, voilà, c'était aussi déjà une métaphore parce que du coup, on peut jouer en fait. Si je vous avais dit qu'est-ce que c'est juste une vie orgasmique. Et voilà, je vous ai demandé de créer quels étaient les codes de votre malle à trésor, je me souviens. Et puis plein d'autres choses, ça serait quoi voilà, plein d'autres choses autour de cette malle à trésor. Et voilà, je sais pas, là, déjà c'est la partie déjà écriture, mais il y a encore plein d'autres choses. Je sais pas si tu veux me poser des questions parce que sinon je pars un peu loin. En fait, alors déjà, je veux revenir sur la partie politique. Ce qui est très drôle, c'est que quand j'ai commencé à faire la communication du spectacle sur Internet, le 1er avril, donc nous on a joué le 25 mai, le 1er avril, je fais un poisson d'avril en disant, c'était vraiment pour faire la promotion du spectacle, mais je raconte J'y ai cru. Tu y as cru? Ouais. Mais tu sais, c'est dingue. Il y a tellement de monde qui a cru. Donc j'explique dans ce post, et j'ai mis sur Instagram et Facebook que je m'engageais en politique. Et j'explique pourquoi avec la création du parti Vie Orgasmique, sachant que en France, il y a déjà eu un parti politique hédoniste, en Italie aussi, en Angleterre, vraiment des partis politiques du plaisir. Ça a déjà existé. Donc moi, j'explique que ça a déjà existé et puis que je reprends la main, etc. Et ce qui a été dingue, c'est que j'ai été contactée par un tiers-lieu pour faire une conférence sur le sujet. Ils m'ont cru. Ils ont cru que c'était vrai, et par un homme politique d'un parti écologiste, voilà, enfin qui m'a contacté. J'ai trouvé ça trop drôle. Je me suis dit mais tout le monde y croit. J'ai des amis qui m'ont envoyé des messages en me disant mais en fait je suis trop déçue que ce soit un poisson d'avril. C'est une évidence. Tu dois être dans la politique. Moi j'ai toujours entendu que je devais être dans la politique. Je n'y serai jamais dans la politique parce que c'est nécrosé, c'est sale, c'est dégueulasse. Par contre, en effet, je pense qu'on peut faire de la politique autrement sans être dans des instances publiques qui ont coupé le lien au cœur, en fait. Et donc, c'est pour ça que le spectacle parti politique, il est parti de cette idée-là aussi, en fait. C'est que on a un pouvoir fondamental. Nous, en tant que coach, pour moi, on a un pouvoir de dingue de transformation de la société. Donc, je suis trop contente que tu l'aies capté. Et je tiens à dire que sur les commandes que tu as passées, pour toutes les personnes qui sont en train de créer un spectacle, je vous le partage, ça a été fondamental. Les textes qu'on a écrits étaient bien, mais pas reliés. Il manquait de contenant, il manquait de substance. Il manquait vraiment de substance, il manquait d'intention personnelle. Et en fait, le fait que tu nous passes des commandes et que tu nous pousses à aller chercher l'intimité, donc passer des commandes, c'est comme tu disais, Emel, c'est par exemple quelle est la malle au trésor de Vie Orgasmique, mais ça peut être plein de choses en fait. C'est tu nous envoies une information pour qu'on puisse explorer le sujet. Et ça nous a vraiment, quand on a écrit, on en parlera quand on fera un podcast. Il y aura un 3e podcast sur le spectacle où du coup les filles elles seront invitées, les comédiennes. Et donc on en parlera, mais ça nous a obligés à aller puiser au fond de nous sur nos sujets. Et ce qui a été hyper intéressant dans le processus que tu as proposé, c'est que moi je l'ai vu, et puis je sais que pour beaucoup aussi, c'est que ça a libéré notre potentiel créatif. Parce qu'en fait, on parle souvent sur les réseaux sociaux, etc., de nos sujets, mais le fait que tu crées un contenant de créativité pour trouver les messages qu'on a besoin de sortir, moi je trouve que les messages, ils ont gagné en densité. En tout cas, chez moi, ils sont encore plus inscrits. Et ça, c'est ce que tu es venu apporter, densifier son message à l'intérieur de soi. Et ouais. Non, en fait, j'ai envie de dire une chose juste sur le pouvoir parce qu'en fait, je trouve ça hyper. Enfin voilà, je trouve ça dingue. En fait, à un moment, ce que je disais, c'est que je sens que le sujet principal de ce spectacle, au niveau politique, on passe son temps à donner notre pouvoir à des hommes politiques pour qu'ils nous gouvernent. Et tout ce qui est en train de se passer là actuellement, c'est comment, dans les milieux comme les tiens, en fait, c'est comment je reprends mon pouvoir sur ma vie. Mais du coup, là, c'était comment
du coup, de faire prendre conscience aux citoyens qu'ils avaient un pouvoir, en fait. Et donc, est-ce que c'est ce passage, en fait, de cette prise de conscience, en fait, que peuvent avoir les citoyens de je passe mon temps à déléguer mon pouvoir à des personnes, et puis je vais passer mon temps, du coup, à me plaindre, à être pas content, etc. Et je mets toute mon énergie là-dedans, plutôt que me remettre en contact avec mon propre pouvoir et depuis là, proposer une politique. Et on est complètement ailleurs, du coup, si on fait ça. Et ce passage du pouvoir extérieur au pouvoir intérieur. Et ça, je trouve ça révolutionnaire, en fait, si on regarde. Oui. Et c'est pour ça que le spectacle orgasmique, moi, je l'aime aussi par rapport à ça. C'est que moi, à la base, je suis naturopathe. La naturopathie, c'est retrouver le pouvoir sur sa santé. C'est du coup réapprendre l'utilisation des plantes, apprendre l'utilisation du jeûne, de la détox, pour que quand on est malade, prévenir les maladies, etc. On ne peut pas avoir une société qui fonctionne si on ne maîtrise pas des basiques en termes de santé. C'est pas possible, en fait. Parce qu'on a une société qui est malade. Ah, aidez-moi, je suis malade. Non, préviens ta maladie, regarde ton corps, regarde tes yeux. Est-ce que l'œil il est jaune? Est-ce que les ongles ils sont assez denses? Est-ce que on a besoin de revenir là-dessus? Ça concerne tous les domaines de la vie. Ça concerne la parentalité, ça concerne la finance, ça concerne l'éducation, etc. Et ça concerne aussi le jeu d'acteur, d'ailleurs. On passe son temps à mettre notre pouvoir chez le metteur en scène. Est-ce que le comédien, il peut lui-même aussi, tu vois, être maître de son instrument, de sa créativité? Et à ce moment-là, c'est un dialogue. C'est la même chose aussi. C'est intéressant. J'ai une question pour toi là-dessus. Très intéressant parce que, en fait, moi, quand du coup, t'es arrivé dans le projet, je me suis vraiment dit, bah, Emelle est là, je ne mets pas de résistance, tu vois, sur ce qui est en jeu. C'est, comment dire, elle sait. Moi, je connais pas la mise en scène, je connais pas je connais pas tout ça. Donc, je me suis vraiment dit, fais-lui confiance parce que c'est vraiment, tu sais, je te l'avais dit que j'avais une citation que j'avais entendue qui pour moi est très importante. Ouais. Un bon leader est un bon follower. Et qu'il y a un moment, moi je fais de la danse en ce moment aussi beaucoup, il y a un moment quand je danse avec la personne, je lui fais confiance et c'est elle qui me dirige et c'est ce lâcher prise qui fait que la danse est formidable et que ça peut se passer. Comment on fait, là vraiment par rapport à cette partie artistique, comment on fait pour à la fois être en mode follower par rapport au metteur en scène, suivre et avoir confiance et en même temps rester dans son pouvoir? Est-ce que tu as quelque chose à nous partager là-dessus? J'ai envie de dire, faites des labos artistiques. Non, mais en fait, c'est tout ce que j'enseigne, où en fait, à chaque fois, je remets les acteurs de se connecter à eux, à leur corps, à leurs sensations, et d'être maître de ça. Et en fait, en même temps, je suis en permanence, je leur fais pas juste je leur renvoie aussi des choses. Et je vois les acteurs, par exemple, qui arrivent, qui entendent l'information, et tout de suite, du coup, ça recircule, ou ça bouge, etc. Et d'autres qui vont... parce qu'ils ont reçu entre guillemets une remarque où l'ego se met en travers, elle fait mais non mais moi je sens pas ça ou des choses comme ça, et là clairement je vois que c'est plus difficile de travailler ensemble. Donc c'est un drôle de truc à trouver. Ouais, c'est cette base de comédien en fait dont on a besoin pour. Moi, je raconte souvent qu'à un moment j'ai été sur un projet où j'avais un acteur qui était formidable. Mais en fait, à partir du moment où je dirigeais, il disait « Ok, je peux faire ça, ok, je peux faire ça, ok, je peux faire ça ». Et du coup, il était dans un truc où c'était très désagréable parce qu'au final, c'est comme s'il pouvait lever la jambe si je lui demandais tout ça, mais il y avait un truc qui n'était pas avec... Je sais pas comment dire. En fait, oui, c'est comme si... En fait, on n'était plus en co-création. Du coup, c'est pas du tout... Ça marche pas. Il acceptait tout, mais c'est pas ça non plus. Et il faut trouver comme entre deux individus, en fait, chacun a sa verticalité. Je vois. Alors, j'ai un exemple concret par rapport au spectacle orgasmique, ce qui s'est passé. Donc, on a eu quand même le spectacle orgasmique, on a eu des répètes en présentiel, parce que sinon c'était en Zoom, des répètes en présentiel juste la veille du spectacle et le jour du spectacle. Donc, très flux tendu, hein. On est sur du bon flux tendu. Et en fait, il y a eu plusieurs moments comme ça, mais ça me fait tellement rire comment ça s'est passé. Oui, on a à la fois une contrainte de temps, donc on joue le lendemain, quoi. Faut se rendre compte de ça. Et donc forcément, ça amène des situations un peu pas cocasses, mais enfin moi ça me fait rire maintenant. Et donc il y a Emelle qui à la fois cherche le jeu de scène avec nous, et donc
Et puis, parfois, les filles disaient « Oui, mais je dois faire quoi, là? Comment je dois me positionner ?» Et donc, toi, Emel, je le voyais dans ton regard, ça me faisait trop rire. T'étais là, mais je sais pas, je peux pas vous dire, en fait. On cherche ensemble. Et je trouve que c'est un très bon exemple. Pourquoi? Parce que quand tu dis les verticalités, c'est-à-dire que c'est pas tu dis à l'autre ce qu'il doit faire, c'est pas l'autre qui décide ce qu'il doit faire, c'est juste de créer un contenant où il y a de la recherche artistique pour savoir qu'est-ce qui va ressortir et ensuite de décider ensemble, mais c'est quand même toi qui cadre. Ouais. En fait, le corps de l'acteur, quand il est bien préparé, il est intuitif, il va savoir, il y a des choses qu'il va pouvoir proposer en fait. Si tout d'un coup il s'arrête et il dit mais alors je fais quoi, je me mets où? En fait, on est en train de casser ça, on remonte dans la tête en fait, et on casse tout ce qui est en train de se faire en fait. Et en fait, c'est ça que je renvoyais au moment en fait où ça m'agaçait, c'est qu'en fait moi je dis un artiste pour moi ça travaille avec le je sais pas, mais un je sais pas créateur. Moi, ça m'inquiète, et je sais que c'est le contraire pour certains acteurs, mais ça m'inquiète un metteur en scène qui sait tout à l'avance. Je trouve ça suspect. Ça veut dire que pour moi, il ne travaille pas avec ce qui est en train de se passer. Bien sûr, tu prépares. Il y a plein de choses que tu prépares, mais par contre, tu travailles avec le vivant. Donc, si tu travailles avec le vivant, et les trouvailles se font dans le vivant. Les trouvailles ne se font pas si j'ai décidé à l'avance. La magie, elle opère, elle opère dans le vivant. Donc, si on est intéressé par être vivant et dans ce côté magique du présent, non, on ne prépare pas tout à l'avance et je ne dis pas à quelqu'un quoi faire en fait. Et c'est pas un je sais pas angoissé, c'est en fait, c'est comme je reçois en fait à un moment, il y a un truc qui se fait, c'est intuitif, à un moment, hop, j'ai envie de me lever parce que ça vient. Mais si je suis en train de me poser la question que je dois le faire à l'avance, je coupe le flux en fait. C'est simplement cette histoire-là. Et ouais, c'était drôle, mais ça a été entendu assez. Ouais, c'était. Ah, mais oui! Mais en fait, c'était surtout en mode, mais attends, Emel, on ne sait pas, nous, on n'est pas du métier, donc on ne sait pas comment ça fonctionne. Il y a ça qui est ressorti. Quand tu parles de on crée sur le moment, ça me fait repenser à une scène où vraiment, moi, j'ai eu un fou rire, je n'arrivais pas à m'arrêter de rigoler. À une scène où tu nous avais proposé de faire comme dans un film ou dans une série, d'avancer un peu au ralenti comme ça. Et puis, tu nous fais des propositions, on teste. Et moi, je pense, j'étais ridicule, mais je n'en sais rien, je me suis pas vue. Mais j'ai juste vu ton regard, Emel, en mode, non, Amandine, fais pas ça. Bon, après, juste pour dire, c'était vraiment le matin et on jouait l'après-midi. Et donc, du coup, à ce moment-là, il y a quand même un truc du metteur en scène qui fait des choix un peu. Enfin, tu vois, je pense qu'on aurait été à une étape de création d'avant. Ça, tu vois, on aurait cherché beaucoup plus et tout ça. Mais oui, je me souviens que tu étais à fond dans ce mouvement-là. Mais il y avait un truc tellement. Voilà, mais c'était drôle, ouais. Grossier. Il y a eu aussi le moment, j'ai bien aimé, mais quelques heures avant qu'on joue sur scène, Capucine, elle voulait faire un truc, puis elle a dit « Non, mais moi, Emel, je sens que je dois faire ça. » Et Emel a dit « Non, 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 mais là, Capucine, on fait pas comme ça, on fait comme ça. » Parce qu'en effet, on jouait dans quelques heures, mais en fait, pour dire toute la partie création, on a quand même beaucoup ri. On était sur des contraintes de temps qui étaient énormes, plus même l'apprentissage du texte, ça a été très court. Et en fait, ça a été très joyeux, tout ce qu'on a créé ensemble, ça a été très beau. Il y a eu beaucoup de grâce. J'aimerais qu'on revienne sur la partie écriture. Ce qui manque une étape là qu'on n'a pas dite, c'est que tu nous fais des commandes, on écrit nos textes. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il s'est passé quelque chose qu'on ne savait pas et qu'on a halluciné, je pense toutes, je parle au nom de tout le monde. C'est que moi, je pensais que tu allais agglomérer les textes, tu vois, Bon, déjà, je pensais même pas que tu allais faire ça, je pensais que ça, c'était nous. Mais en fait, ce que tu as fait, c'est que tu as pris les textes pour les agglomérer. Mais en plus, tu as mis une structure dessus. Tu as réécrit les textes avec des formulations précises en rajoutant pour mettre les transitions, pour qu'il y ait un fil conducteur et qu'il y ait une vraie histoire, en fait. Tu as fait l'histoire à partir de nos textes. Tu as... t'as mis toute la partie mise en scène, etc. sur un document qui faisait 30 pages, une trentaine de pages, où on avait tout qui était indiqué. Et un jour, on arrive à une réunion Zoom, sachant qu'on a eu très peu de réunions Zoom, on en a eu 3 ou 2 avec toi, Emel, je sais plus, très peu. 4 parce que j'ai insisté. Ah oui, 4. Donc, il y avait vraiment très peu de rendez-vous. Donc, et on arrive en rendez-vous et Emel, elle nous présente le document et je pense qu'on avait toute une tête en mode « Hein ? Mais elle a vraiment créé ça ?» Et on s'y attendait pas, en fait.
ça a été un truc de ouf de se dire, mais là, en fait, c'est un vrai spectacle, c'est une vraie œuvre. Je sais pas si tu te souviens du moment où on a dit, mais en fait, c'est un vrai spectacle là. Est-ce que tu t'en souviens? Ouais, en fait, moi aussi, je me suis un peu laissée faire et voilà, quand je me suis laissée inspirer, donc du coup, ouais, bah, je me posais la question, comment ça allait s'ouvrir ce spectacle, et du coup, je saurais même pas dire que c'était même pas décidé à l'avance, c'est-à-dire qu'en gros, tu vois, il y a une ouverture qui s'est. Alors, je me suis inspirée d'un texte que j'avais écrit précédemment pour. C'est marrant. Voilà, sur cette ouverture, vous n'êtes pas au courant, mais voilà, je vous le dis. Et puis, j'avais envie de me marrer aussi avec les cris orgasmiques, en fait, d'aller direct dans le. Il y a aussi beaucoup d'humour, en fait, dans ce spectacle. On est à la fois, on va bien toucher les vulnérabilités de chacune, mais il y a vraiment aussi beaucoup d'humour. Et je voulais aussi que, voilà, il y a cette histoire de réinventer la politique avec des cris orgasmiques. Enfin, voilà, j'avais cette envie-là qui était venue. Et puis, moi, je me souviens surtout que je te dis, je sais pas pourquoi. En fait, c'est comme si, pour moi, ce dont on parlait, c'était comment j'ai une vie orgasmique et du coup aussi cette histoire de ce point de bascule qui fait que je change de vie et je reprends mon pouvoir voilà. Et en fait, avec toi, je sais que tu avais une histoire avec l'Égypte très très forte, mais tu n'en avais pas du tout parlé. Et pour moi, c'était évident que, je sais pas, il y avait un truc à faire. Donc, du coup, je te demande spécifiquement à toi, alors que ce n'était pas le cas des autres, est-ce que ça te dirait d'écrire sur l'Égypte? En fait, j'ai envie qu'on parte en voyage. En gros, au début, on est à Paris, tu vois, parti politique, Paris, on est au Palais des Glaces. Et je sentais que j'avais envie de vous faire voyager les gens. Et peu à peu, il y a quelque chose d'initiatique qui est arrivé. Moi, j'adore les histoires initiatiques. Et en plus, ouais, ça va avec cette histoire de se trouver, quoi. Et en fait, du coup, bah ouais, il y a une histoire qui est arrivée. Toi, tu as écrit ce que tu as écrit comme texte, en fait. Euh, En fait, c'est rigolo parce que moi, quand j'ai fait les commandes, j'avais au début beaucoup de réponses qui étaient en gros, je réponds à ta question pour te faire plaisir. Tu vois, pareil, là, cette histoire d'artiste. Et donc, du coup, moi, les réponses qu'on me donnait ne m'inspiraient pas du tout, en fait. Parce que c'était informatif, c'était pas sensible et artistique. Et je me rappelle que toi, à un moment, c'est arrivé un peu plus tard, mais tu es carrément mis à fond et il y avait vraiment des pépites dans ce que tu avais écrit. Et je me souviens que dans les codes de ta malle orgasmique, ouais, bah, je trouvais ça super en fait, ces codes-là, et je me suis dit, ça serait chouette qu'ils soient dans le spectacle. Et du coup, ouais, il y a un truc qui s'est fait. On est parti en Égypte. Je me suis dit aussi que ça serait super rigolo que tout d'un coup, il y ait Isis qui te parle et qui te parle aussi en mode pas, tu vois, tout d'un coup, on a apparition divine, mais quelque chose d'assez même, ouais, tu vois, burlesque, quoi, avec Isis qui arrive. Et il y a eu une histoire de les codes que j'ai transformés en portes. Mais tu vois, les choses sont vraiment venues de manière très fluide. Je suis assez surprise, moi aussi. Et du coup, bah voilà, ça s'est fait. Moi, j'écris depuis des années pour des spectacles, mais plutôt en mode pratique, tu vois. Mais à chaque fois, je m'éclate dans l'écriture, mais c'est un peu mon. Tu vois, j'ai jamais voulu. Je me suis jamais dit je vais en faire quelque chose, mais voilà, j'ai une espèce de goût des histoires et d'écrire et aussi de la langue. Et donc là, voilà, il y a une trame qui s'est faite où on partait de Paris et des ministères, et puis ensuite on partait en Égypte et ça devenait autre chose, ça devenait un récit initiatique. En fait, c'est ça. Voilà, les choses se sont articulées et on a. Voilà, pardon, vas-y. Non, mais c'est ça. Ce point, il est très important. Donc, il y avait nos textes qui étaient ensemble, mais tu les as rassemblés et tu as créé un récit initiatique. Et c'est ça qui est complètement dingue, en fait. Et moi, je trouve que tu as une qualité d'écriture, mais du coup, c'est ta spécialité, mais surtout pour le. C'est pas évident, en fait, d'écrire pour le spectacle vivant. Comme tu le dis, il faut que ce soit à la fois un peu drôle, touchant, que ça crée des émotions, que ça bouge, que, tu vois, c'est pas juste un texte qu'on lit. Et en fait, tu as fait toute cette partie-là, en fait, qui. Je savais qu'il était pour la scène, ouais. Ouais, et ben ça change tout. Après, tu sais, j'avais pas prévu d'écrire autant. Et pourquoi j'ai écrit autant? En fait, c'était lié à la contrainte. En fait, comme on se voyait peu, moi, normalement, en fait, ce que j'aurais aimé, voilà, c'est qu'on fasse comme on fait dans le métier, une résidence artistique. On est ensemble, on crée ensemble, et voilà.
Et en fait, on avait peu de temps. On avait tellement peu de temps qu'il fallait... Et je voulais pas qu'on se casse la gueule, quoi, tu vois. Et donc, du coup, il me fallait d'autant plus que je bosse, en fait, moi, en amont. Et que je sache voilà, qu'on y aille, mais qu'on soit quand même en sécurité, qu'on soit fier. Enfin, voilà. Donc, du coup, j'ai beaucoup écrit, mais c'était vraiment lié à la contrainte de temps pour que, du coup, d'une certaine manière, ça marche déjà là, tu vois, au niveau de l'écriture. Donc, je l'ai écrit pas comme un texte, je l'ai écrit comme un spectacle. J'avais des images, donc c'était pas cadré en mode, voilà, le vivant a fait plein de choses, mais et il y a aussi eu cette grâce pour moi, et je me souviens beaucoup de tu vois, je me rappelle, j'étais en Bretagne, je finissais d'écrire, j'étais sur la fin sur l'Égypte, et on s'échange entre nous, et tu me parles d'Isis et du lien avec Paris. Je sais pas si on spoil. Bon, il y a eu un lien qu'on a fait en tout cas entre Paris et Isis. Et en fait, Regardez le c'est là où... spectacle. Ouais, vas-y. Pardon, vas-y, juste avant que tu dises ça, j'en profite pour dire qu'en description, vous allez pouvoir trouver le lien pour regarder le spectacle. Donc, regardez le spectacle et comme ça, vous découvrirez quel est le lien entre Isis et Paris. Et c'est magnifique, c'est magnifique. Ouais, et du coup, c'est nos échanges, en fait. C'est parce qu'on a échangé. Et c'est là où je te dis, il y a vraiment cette histoire de... On est inspiré, on se laisse inspirer, on est inspiré par les autres. C'est pas je suis toute seule dans mon coin et je viens vous porter un truc. En fait, moi, je m'inspirais aussi de vous. Et cette discussion m'a fait que, hop, tout d'un coup, il y a un truc qui m'est venu. Et puis, ça a permis aussi de résoudre l'histoire. Enfin, résoudre l'histoire de... Voilà, d'être... Et... D'avoir le fil conducteur. Ouais, il y a quelque chose qui s'est fait. Et ça s'est vraiment fait au fur et à mesure. Hein. Je sais plus à combien de temps du spectacle on était, mais il y avait aussi cette grâce dans ce spectacle quand même on avait peu de temps et en même temps, moi, je sais pas, il y avait une confiance énorme. Donc voilà, ouais. Donc il y a eu toute cette partie-là d'écriture. Il y a eu le moment où on a reçu le texte. Bon, je pense qu'on était plusieurs à être en mode « Oh là là, tout le texte à apprendre », tu vois. Enfin, waouh, on n'a pas eu beaucoup de temps pour l'apprendre. On a eu moins de 15 jours. Ouais. Donc, c'était un petit défi. Plus tu nous as accompagnés en individuel chacune pour trouver le ton de la voix et comment nous exprimer. On s'est vu la veille du spectacle. La veille du spectacle, déjà, il y avait un rendez-vous avec Fanny, la régisseuse du Palais des Glaces, où toi tu l'as accompagné parce que en fait on s'en rend pas compte quand on a un spectacle comme ça, c'est que là en fait c'était un spectacle quand même avec du son, de la lumière, plein de mouvements parce qu'on était 5, même ceux qui sont venus faire la captation vidéo, ils ont dit bah c'est pas évident en termes de captation vidéo parce que vous êtes toutes un peu partout, donc c'est pas si évident que ça, donc il y avait quand même beaucoup de points techniques pour une seule représentation et un spectacle créé à distance et juste 2 jours de répète quoi. Donc il y avait ça qui s'est passé. Je tiens aussi à dire, parce que j'ai oublié ce point-là, mais qu'il y a eu un travail de musique que tu as fait, de recherche de musicalité du spectacle, qui ça, pareil, c'est quelque chose qui prend, en fait, c'est pas genre on choisit une musique comme ça au hasard. C'est-à-dire que je me souviens, on a eu beaucoup d'échanges sur le choix de la musique, et moi je t'avais envoyé des musiques et tu m'avais dit mais Amandine, on dirait une musique de pub, c'est n'importe quoi. Ouais. Tu me l'as pas dit comme ça, mais bon, c'était évident. Mais j'avais pas capté en fait où tu voulais aller, etc. Donc il y a eu des échanges là-dessus et il y a eu la création de la musicalité de l'œuvre en fait, qui franchement qui change tout au spectacle quand il y a le son comme ça qui arrive, etc. Mais du coup, ça a nécessité aussi cette phase-là de superviser. C'est ce que tu as fait dans ton travail de direction artistique, de collaborer avec la régisseuse pour que ça puisse se mettre en place. Est-ce que tu peux nous raconter le travail quand on fait un spectacle, le travail avec le régisseur? À quoi sert le régisseur? Et quel travail, toi, tu as fait avec le régisseur? Bah là, on était. Moi, je me souviens que quand on a commencé. Enfin, quand tu m'as présenté le projet, tu m'as dit bon, on va vraiment pas se casser la tête parce que de toute façon, on arrive la veille. D'ailleurs, à l'origine, on arrivait le jour même. Et que moi, j'ai fait quand même. C'était la première chose que j'ai dit. Ça serait peut-être mieux quand même si la veille, on se voit. Du coup, c'était un peu en mode, bon, ça sera un plein feu ou ça sera un truc d'ambiance et tout ça. Et puis, en fait, pareil, en fait, c'est un peu un truc qui s'est imposé, c'est-à-dire,
il y a une histoire, il y avait des tableaux, et en même temps, je voulais pas compliquer, mais il y avait forcément des ambiances à lumière, quoi. Donc du coup, comme là, il y avait peu de temps, parce que je crois que j'avais qu'1 heure avec la régisseuse, et puis on jouait 2 heures ou 3 heures plus tard, quoi. Donc il fallait être ultra efficace. Donc du coup, j'avais des envies, d'ambiance lumineuse. Et puis on a travaillé ensemble. Ça a été super agréable d'ailleurs de travailler avec Fanny Mm. du Petit Palais. Elle était super. Et puis elle connaît très bien sa salle. En fait, le Petit Palais des Glaces, c'est un lieu super beau, hyper agréable, très très cosy, très ouais. Et en fait, et je trouvais qu'en plus ces propositions de lumière étaient vraiment chouettes. Donc on a été très rapide, voilà, on a dialogué. Euh, sur chaque tableau, en fait, on prenait chaque tableau, et puis il y a des moments où je vous demandais, tu peux te placer en lumière à tel endroit, juste pour voir, mais on a été très rapide, donc c'était pas une vraie création lumière, et en même temps, je trouve que c'était quasiment une création lumière. Ah Je non, veux mais moi, dire, j'ai halluciné, hein. ouais, mais en C'est... fait, oui, on a fait tout très rapidement, tu vois. Par exemple, tu me parles de la musique, pour moi, je me dis, ah oui, c'était vraiment à la fin, quoi. Ouais. Ah, moi, je me souviens du travail de recherche sur la musique. Moi, je m'en souviens parce que tu sais, de passer des heures à se dire, OK, puis tu sais, t'as trouvé des trucs, t'envoies. Puis en fait, comme le spectacle était en ligne sur YouTube, on pouvait pas choisir n'importe quelle musique. Donc, Mm. fallait à la fois des musiques libres de droit, C'était mais surtout qui ça. embarquent. Donc, il y avait, et je me souviens le jour, le vendredi, je crois, quand on répétait, t'étais encore en train de télécharger les musiques pour que. Donc, il y a quand même tout ça qui. Je trouve dans la direction artistique, il y a quand même beaucoup de choses à penser. Moi, j'ai Oui. compris que c'était un vrai métier, hein, pour le coup, comme tout. Tu sais, comme tout, en fait, quand tu le vois, tu ne sais pas tout ce qu'il y a à penser. Mais, enfin, tu vois, quand tu vois de l'extérieur, et c'est normal, parce qu'une œuvre aboutie, elle est pas faite pour qu'on pense à tout ce qui a été fait derrière, elle est faite pour qu'on voyage. Mais vraiment, j'ai trouvé que le travail de direction artistique était très, il est multidimensionnel, quoi. Enfin, il va sur Mm. tous les plans. Après, sur certains projets, tu vois, tu peux avoir un créateur lumière, un créateur son, mais c'est quand même toujours en dialogue avec le metteur en scène, quoi. Ouais. Et donc, ça veut dire que sur certains projets, est-ce qu'il y a un directeur artistique qui va mettre en lien le metteur en scène, celui qui s'occupe de la lumière, de la régie, du son? Mm, non, non, Un c'est vraiment le directeur metteur en projet scène. artistique. Ah, ok, C'est d'accord, il n'y a pas. c'est en lien avec tous ces métiers-là ou avec une costumière. Oui, parce qu'en fait, et du coup, là, moi, j'étais en fait toute seule à toutes ces casquettes-là, puisqu'effectivement, mais oui, sur des projets plus gros, en général, tu as des postes. Et tu peux avoir quelqu'un aussi pour la scénographie. Voilà. Ouais, Mais après, sur des petits projets, le metteur en scène, il fait tout. ouais, Enfin, c'est il fait ça. tout. Enfin, en tout cas, ouais, il fait beaucoup, quoi. Est-ce que tu as quelque chose que tu as envie de nous partager sur cette expérience? Quelque chose qu'on n'a pas dit? En fait, ouais, il y a quelque chose dont tu as parlé, le processus était joyeux. Moi, ce que j'ai aimé, c'est que, et je trouve toujours ça étonnant sur ce projet, c'est qu'il y avait une contrainte de temps de fou, vraiment de fou. Et en fait, ça aurait pu venir nous resserrer, nous tendre. Ça aurait pu vraiment ouais, couper le flux créatif. Et en plus, moi, je sais que je m'étais dit en amont, enfin, ça fait un moment, j'ai dit j'en ai marre en fait des projets où on est toujours sur des timings très rapides. Par rapport à la création, c'est compliqué, quoi. C'est pas agréable. Et en fait, là, j'ai trouvé que le processus était ouais, super fluide et joyeux. Alors, il y a eu et c'est normal, des réajustements et certaines, voilà, certaines choses qui étaient pour certaines, des moments de remise en question, et puis après ça a rebougé. Mais globalement, le processus était vraiment fluide, et même, en fait, moi, j'ai pas ressenti, à part un moment, euh, tu sais, il y a des moments où on peut être bloqué dans le processus créatif. Et en fait, là, j'ai pas senti ça. J'ai pas senti de moment où un moment on se dit, ah là, je trouve pas, ah là, c'est bloqué, tu vois. Il y a eu vraiment une fluidité. Et en fait, ouais, moi, je voudrais raconter une anecdote sur le jour du spectacle, où juste avant la répétition, en fait, justement, on n'avait jamais fait, en fait, la veille du spectacle, on avait eu le temps de travailler uniquement la première partie.
Je sais pas si tu me vois toujours. Oui. Ouais. Ok. En fait, je te vois et je t'entends et sache que juste, excusez-nous, on fait un petit point technique entre nous. Non, sache Ouais. que en fait, l'outil, on est bien enregistré donc enfin voilà, on est enregistré chacune en local donc ça va. Ok. Ouais, parce que des fois, je vois que ça coupe. Euh, Ouais, en fait, la veille du spectacle, je me souviens, en fait, on a pris du temps un moment sur de la technique, donc a pris du temps sur la répétition, et on a le temps de faire que, surtout la première partie. On fait un bout de deuxième partie, et là, moi, je teste justement, on avait la voix d'Isis et tout ça, et je me dis, et en fait, ça marche pas. Clairement, ça marche pas. Et là, je me dis, et en fait, c'était la fin de la répète. Moi, je me souviens, j'avais un atelier, je devais partir à Créteil, et on jouait le lendemain. Et là, je me dis, mince, en fait, ça marchait sur le papier, mais ça marche pas artistiquement. Je veux dire, c'est. Enfin, je me disais, non, mais. Enfin, c'est nul, quoi, ça marche pas. Et donc, j'étais un peu en mode, ouais, c'est tendu. Et puis, j'ai pris un temps, ouais, pour. Ouais, j'ai calmé mon mental. En fait, je me suis dit, non, mais en fait, c'est normal. Et d'ailleurs, je vous ai communiqué ça. En fait, on a surtout bossé la première partie. D'ailleurs, quand on a fait les rendez-vous individuels, chacun avait travaillé son texte, mais on n'avait pas du tout travaillé la deuxième partie du spectacle, qui était toute la partie d'ailleurs initiatique. Et en fait, je dis, en fait, c'est normal, on l'a jamais travaillé. Normal. Donc, la matinée qui était consacrée à faire une répétition, on va la consacrer à ça. Et on va solutionner cette deuxième partie. Mais du coup, en même temps, et le fait d'avoir décidé ça m'a mis une forme de tranquillité, tu vois, plutôt que partir dans tous les sens. Comme des fois, on peut avoir ça parce que c'est pas prêt, quoi. Et je me souviens que juste avant d'arriver à la répétition, je me suis dit, mais pourquoi je m'embarque dans des histoires comme ça? C'est complètement dingue ce métier. Enfin, tu vois, tout ce qui vient le jour d'une représentation où souvent on se dit, mais on n'est pas prêt et il y a tout ça, voilà. Et ça se trouve, ça va pas marcher. Enfin, cet endroit-là. Et en fait, je me suis dit, mais moi, j'aime pas les représentations. Je préfère les labos artistiques ou quand je forme les comédiens, parce qu'en fait, là, il y a des vrais moments d'abandon, il y a des vrais moments de grâce. On travaille vraiment, comme il n'y a pas d'enjeu, en fait, on est vraiment à un endroit où moi, je vois vraiment des choses magnifiques que je ne vois pas en représentation en général. En général, la représentation, elle vient couper quelque chose parce que il faut pousser pour aller faire quelque chose devant le public. Et il y a quelque chose qui, pour moi, souvent est. Voilà, il y a quelque chose que j'aimais pas. Et en fait, j'avais une intention, en créant d'ailleurs Terre de Myrte, c'était de réunir cette dimension processus créateur et représentation. Et en fait, ces qualités artistiques là que je cherche, moi, de laisser faire, d'être moment à moment, euh, en représentation, c'est pas toujours facile parce que bah, tu as tous les enjeux du public et tout ça. Et moi, je me suis dit, non, mais et si cette représentation, c'était la même chose? C'était comme ces endroits de. Tu vois, c'était comme le processus, en fait. Et c'est venu, voilà, débloquer un truc. Et en fait, ce que j'ai trouvé incroyable, c'est que le soir, il y a eu cette magie-là. C'est-à-dire que moi, j'étais dans la régie avec Fanny. Et je le dis, un metteur en scène, tu vois, il connaît tout, il a travaillé avec les gens, et des fois il se dit, oh là là, non mais là, c'est pas assez vite, non mais là, c'est pas assez. Tu peux avoir des choses de regret, tu vois, ou des choses de. Tu peux pester, tu vois, depuis ton poste de régie. Et en fait, là, oui, il y avait des endroits, tu vois, qui pouvaient être maladroits, certains non, mais même. Et en fait, il y avait tellement cette magie de l'instant, du présent, cette sensibilité, cette communion avec le public, que en fait moi je regardais le spectacle avec vous et je sentais que ça fonctionnait, en fait, qu'on était au bon endroit, ou en tout cas j'étais pas forcément sûre que ça marchait au niveau du public, mais moi j'étais satisfaite, en fait. J'étais vraiment, il y a eu des moments, mais et en fait bah ouais, je voudrais juste dire qu'en fait moi c'est ça que je cherche, et qu'en fait là ça s'est incarné en fait sur ce spectacle, cet endroit là de vraiment être au présent et de magie de l'instant. Et je suis encore étonnée que c'est autant marché, alors que je crois que, je sais pas si tu l'as d'ailleurs dit, mais on n'avait pas eu le temps de faire vraiment un filage complet, en fait. Donc on En était fait, dans des filage, conditions où ouais. on aurait On pu aurait pu
Ouais, on aurait pu se casser la figure. Le filage, c'est vraiment jouer tout le spectacle de A à Z en une seule fois. On n'a jamais eu l'occasion de le faire. Et pour la petite blague, je crois que c'est Capucine, je sais plus si c'est Capucine ou pas, mais qui a dit « Mais quand est-ce qu'on va faire le filage ?» et qui posait la question tout le temps. Et puis à la fin, je me souviens qu'elle a dit Bon, bah, je crois qu'on le fera pas. » Tu vois. Bah, en fait, on avait les lumières. C'est les lumières, pour le coup, tu vois, c'est ça. J'étais avec Fanny et comme on faisait les tableaux lumineux, du coup, on a quand même réglé la fin. Je me souviens qu'on avait fait toute la fin pour être bien, parce que je savais que le début, voilà. Donc, il y a eu quand même des décisions où je savais qu'on était quand même, tu vois, sur un truc sécure. Mais je dirais qu'il y a eu cette magie-là. Ouais, Et, mais c'est sûr. qui m'étonne encore mais qui me fait croire vraiment que c'est possible d'avoir ces qualités artistiques sur scène. Et aussi parce que ouais, c'est aussi d'avoir pris des bonnes décisions avant, c'est-à-dire qu'avant, quand on s'est vu en Zoom, je vous préparais à l'instrument de l'acteur, à être réceptive, à être capable de ce que je vous ai dit, et ça a eu une vraie conséquence sur le spectacle. Et ça, c'est très inspiré de justement l'approche Tchekhov, de Tchekhov, donc pas Anton Tchekhov, mais Mikhail Tchekhov, qui a créé une approche d'acteur incroyable. Et en fait, il parle de cette notion de, en fait, sur scène, tu sais, souvent, on vient représenter quelque chose qu'on a bien préparé. Et en fait, non, en fait, la représentation, elle se fait au présent et on reçoit aussi le public, l'énergie du public. Et chaque soir, l'énergie du public peut être totalement différente. Mais est-ce que je peux recevoir... En fait, il me donne des informations, le public. Et en fait, je vous ai beaucoup parlé, comme c'était un spectacle aussi très en lien avec le public, de plutôt que vouloir faire bien sa chorégraphie, quoi, devant le public, c'est comment je peux vraiment recevoir le public et faire avec ça pour donner. Et donc, on est dans cette circulation-là, qui est une circulation au présent. En général, on l'a beaucoup avec nos partenaires, mais on l'a pas forcément avec le public. Moi, je l'ai rarement vu. Et là, en fait, il y avait tout. Il y avait et avec les partenaires, et avec le public, et avec l'espace, parce qu'on l'avait créé avant avec l'espace. Mais du coup, moi, je savais voilà, je vous ai préparé sur l'instrument de l'acteur dès les débuts, parce que je sais que c'est du temps pour l'intégrer, parce que le corps, il n'intègre pas à la même vitesse que la pensée. Donc, des fois, je ne sais plus qui disait, mais on n'a peut-être pas besoin de faire ça, on n'a pas besoin de s'entraîner. Et moi, je sais qu'il y avait besoin, parce que pour plus tard, ça allait... Enfin, tu vois, c'est ces trucs, des fois, de metteur en scène qui sont pas faciles, parce que les gens, des fois, comprennent pas pourquoi tu prends du temps sur ces choses-là. Et moi, je savais qu'on posait nos fondations qui allaient vous servir pour être dans vos corps au moment du spectacle. Et je crois que d'ailleurs Capucine en a parlé de ça, que quand elle est montée sur scène cette deuxième fois, elle n'a pas vécu du tout la même expérience. Il y en a plusieurs qui ont parlé de ça. Ouais. De leur, voilà, je sais pas si tu veux en parler, mais... En fait, pour dire, et Capucine, on en parlera quand elle interviendra sur le podcast, Capucine, moi je l'ai vue la première fois qu'elle est montée sur scène, quelques mois avant cette scène-là. Je l'ai vue, j'étais avec elle, elle était dans un état de décomposition. Et mais là, tu vois, présente, elle est montée sur scène, ça s'est super bien passé, mais en tout cas, ça a été un moment de peur très fort. Et là, c'était pas du tout la même, pas du tout la même. Bon, on a vécu des petits trucs dans les loges avant de descendre. Moi, j'étais terrorisée. Enfin, j'ai eu une grande peur en fait. Mais on a vécu des trucs, mais c'était pas la même chose. Ouais, il y avait vraiment une présence qui était présence, aisance et confiance. Il y avait vraiment une confiance chez Capucine qui était intéressante. Ce que je voulais rajouter aussi par rapport à ce qui s'est passé et la magie qui s'est passée, je pense qu'il y a eu quelque chose de très fort aussi, c'est que chacune est venue avec ses messages qu'elle porte pour le monde. Et ça, quand on a des messages, une vision qui nous touche, et c'est venu nous toucher chacune, même dans le processus créatif, on a vécu toutes des histoires avec nos proches, en gros. Moi, par exemple, je parle beaucoup du sacrifice qu'on peut faire, et qu'une vie orgasmique, c'est une vie sans sacrifice. Et en fait, avec ma famille, j'ai vécu des choses très complexes, mais qui ont fait que ça a permis au message de gagner en densité aussi. Et donc, du coup, je pense que en fait, l'œuvre nous a, avant qu'elle soit créée, nous a traversé dans tous nos corps, nous a fait vivre des challenges pas forcément très agréables. Attention à l'œuvre créative. Non, mais il nous a fait vivre des challenges, mais après, sur scène, c'est vraiment venu gagner en densité aussi. Et moi, ce que j'ai aimé aussi dans le processus créatif, c'est que toute l'équipe, donc avec les filles, elles étaient hyper impliquées. En fait, on a
c'est pas nos métiers, encore une fois. On pourrait dire certaines sont comédiennes ou non, mais en tout cas, on a nos entreprises à côté, on avait d'autres activités. Donc fallait vraiment le placer en priorité, et chacune répondait tous les jours aux messages. Il y a eu un engagement très fort à se dire, waouh, le temps est très court. Et donc, du coup, tout le monde était là placé en priorité dans sa vie, en fait. Et je pense que cet acte dans la création artistique de dire c'est ma priorité, malgré tout ce qui arrive et malgré c'est ma priorité, je pense que ça a permis aussi de créer une certaine magie, quoi. Il y a ça qui a dû se passer. Mais je me souviens que c'était pas forcément évident au début, que j'ai demandé, c'est vrai que j'ai invité à cet engagement-là, parce que ça me paraissait indispensable, mais je sais que ça, tu vois, je me souviens des débuts où je pense que vous imaginiez pas, et je me dis, bah oui, il y a quand même un moment, une priorité à... Mais voilà. en fait, je pense aussi que toi, tu avais quand même une idée de là où tu voulais nous emmener, mais nous, on montait juste sur scène en faisant notre, tu vois ou pas? Donc je pense qu'il y a eu un décalage par rapport à ça. En tout cas, il y a eu vraiment cet engagement et cette présence, tu vois, de se dire. Et en fait, ce qui a été beau aussi, c'est que le public qu'on a eu est un public assez acquis. Et c'est quand même un cadeau pour les artistes d'avoir un public qui est là et qui a envie qui nous souhaite le meilleur, en fait, qui est pas là pour nous tester. Ouais, mais moi je crois que, tu vois, on sent... Enfin, je suis pas sûre qu'il était acquis... Enfin, tu vois, c'est jamais acquis d'avance. Je suis Ok. pas sûre que, tu vois. Enfin, là, on n'était pas dans ce cas-là pour moi, mais juste, j'ai envie de revenir sur les messages, si c'est ok pour toi, que chacune était à ses endroits de message. Tu vois, moi, quand je vous ai entendu les premières fois, j'entendais les textes, mais voilà. Et quand je les ai entendus le jour du spectacle, en fait, ça n'avait rien à voir. Pour le coup, c'était vraiment, j'ai vraiment senti vraiment que c'était vous, et j'étais très touchée, très très touchée. Je me souviens de l'émotion aussi de Fred. Enfin, il y a eu plusieurs. Et en fait, j'ai pas du tout entendu les textes de la même manière. Et en fait, juste pour dire, on avait fait un moment dans le processus créatif. Ça, c'est pas du tout un truc que je fais normalement avec les acteurs, mais là, c'est en ça que le processus créatif est différent aussi pour chaque spectacle. Il faut vraiment écouter ce qui se passe, les intuitions. Et je vous ai fait faire un rituel à chacune. Et je me souviens même, je crois que c'est Aurélia qui se demandait pourquoi on n'allait pas vers le texte, parce qu'on était déjà à je sais plus combien de semaines du spectacle. Et en fait, je sais pas, je sentais qu'il fallait que je vous fasse passer par là pour que ça passe dans vos corps, que vos messages ils passent vraiment dans vos corps. Donc je vous ai fait faire des rituels. Chacune a fait son propre rituel par rapport à la vie orgasmique. Voilà, de comment elle peut, qu'est-ce qu'elle invoque pour incarner une vie orgasmique. Et voilà, il y avait plein de questions pour incarner ce rituel. Et tu vois, ça fait partie des choses qui, a priori, paraissaient pas nécessaires, euh, parce que ça paraît loin du texte. Mais en fait, pour moi, c'était le travail sous-jacent. Je vous ai plein de fois dit, en fait, c'était la source de votre parole ou la source de vos corps, ces rituels. En fait, parce que ça venait vous toucher profondément, et du coup, vous incarniez vraiment ce que vous disiez, quoi. Ouais. Et il y a ça aussi dans le processus créatif. On a moins parlé de ces histoires de corps et de connexion à soi, mais ça fait partie aussi, je pense, beaucoup de l'incarnation qui s'est passée vraiment le jour du Ouais. spectacle, quoi. Je sais Est-ce pas que ton tu ressenti, décris toi. Bah ouais, ce que tu décris, moi, dans le processus créatif, ça me fait beaucoup penser en entrepreneuriat. On va bosser avec la vision. La vision, c'est quel monde je crée, et donc du coup quel produit je crée et j'offre au monde par rapport à la vision que j'ai. Et on dit souvent que nos clients ne nous rejoignent pas pour ce qu'on vend, ils nous rejoignent pour notre vision. Donc en fait, on va beaucoup travailler la vision. Et moi, je sais que ceux qui travaillent la vision sur le plan de la tête, même en écrivant, hein, c'est pas du tout suffisant. La vision, faut la redescendre dans le corps. Tu vois, je fais une retraite en Thaïlande, c'est vraiment pour redescendre la vision dans le corps, la densifier, lui donner de l'impact. Et c'est là où on est embodiment, c'est là où on incarne, et c'est là où on devient magnétique. Et donc du coup, je trouve qu'il y a un vrai parallèle entre ce qu'on fait dans l'entrepreneuriat et ce qu'on fait dans le travail artistique. Et donc toi, tu parlais de ce travail qu'on a fait avec le corps. Donc nous, on était en réunion Zoom, et puis Emel nous faisait faire des visualisations, des déplacements dans l'espace, du toucher sensitif aussi. Vraiment revenir dans les sens et descendre. Moi, je travaille
beaucoup avec mon bassin. Je suis quand même sur une île, très souvent, là, sur une île en Thaïlande où le feu sacré il est bien activé. Je sens bien la vulve qui opère en permanence. Je sens voilà, c'est une zone qui est très habitée. Et en fait, quand tu m'as fait travailler sur le jeu, notamment quand on fait les cris orgasmiques, tu m'as énormément fait travailler sur redescendre l'énergie dans le bassin, et c'était encore plus fort, en fait. C'était complètement... c'était même un peu... Tu vois, alors je vais raconter un truc. On va finir là-dessus après, mais je te raconte un truc parce que ça s'est passé aujourd'hui. J'étais avec un guérisseur aujourd'hui. Bon, j'étais juste allée voir un ostéopathe. Je savais que c'était un super ostéopathe, mais en fait, c'était un très grand guérisseur. Et donc, il m'a fait travailler. C'est très difficile à décrire ce qu'on a fait, mais en tout cas, je peux juste dire un truc, c'est que, en gros, il touche des points du corps et il fait dans des endroits de notre corps qui sont bloqués. En fait, c'est une charge émotionnelle qui est restée là, et il nous fait revivre l'émotion pour pouvoir débloquer. Et moi, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a des endroits du corps où il a appuyé, donc c'est pour ça que j'ai la voix qui est un peu raillée là. Et donc il appuyait, et là j'avais des cris qui sortaient. Et en fait, il y a plusieurs moments, c'était les cris du spectacle orgasmique qui sortaient. Et je me suis dit, waouh, mais ça m'a paru complètement dingue ce qui sortait. Et en fait, moi, je suis allée voir cet ostéopathe parce que j'ai le corps. On en parle avec ma psy, c'est comme si j'avais une armure tout autour de moi. Et en fait, l'armure a pété. Donc, je suis assez fragile, vulnérabilité, mais vraiment fragilité. Donc, du coup, je suis accompagnée par plusieurs guérisseurs en ce moment. Et en fait, moi, je pense qu'il y a un truc, c'est toi qui me l'as amené aussi, Emel, ça. Mais je pense que le spectacle est venu ouvrir quelque chose à l'intérieur de moi, est venu retirer une armure. Donc, je suis prête à déposer cette armure. Si ça s'est passé, c'est que je suis prête, en fait. Donc, le processus est OK. Mais il est venu ouvrir un espace de vulnérabilité qui n'est pas si évident que ça pour moi à apprivoiser, que je découvre. Je savais que l'art, c'était thérapeutique, je le sais. Mais là, c'est vraiment venu amener un truc. Et je pense que c'est toi qui crée ça, Emel. Parce que tous les metteurs en scène, pour moi, ne créent pas ça. Mais comme tu amènes beaucoup de travail avec le divin, tu travailles avec un leadership cosmique, en fait, toi, Emel, de travailler avec ça fait redescendre des trucs où faut être prêt quand même à assumer ce qui va se passer sur scène et à être prêt aussi à accueillir ce qui va se passer dans l'après, parce que l'œuvre nous aura transformés. Ok, on veut amener une transformation dans le public, faut aussi accepter que l'œuvre me transforme. Oui, après, c'était la spécificité aussi de travailler avec vous, et que j'avais dit à un moment, c'est qu'en général, nous, quand on joue, on est protégé par la fiction. Donc, alors que là, il y avait quelque chose de très différent, où il y avait le lien avec vos vies. Et il y a aussi l'impact que ça pouvait avoir sur le public. Il y a quelque chose qui était réel. C'est-à-dire, donc je pense que c'est venu bousculer, peut-être chez chacune, et notamment toi, des choses personnelles. C'est normal en fait que ça crée des résonances. Après, c'est peut-être pas forcément aussi fort. Moi, ce que je dis surtout, c'est que, tu vois, moi, je travaille pas du tout avec les histoires personnelles en tant que comédien. Même, je vous ai pas fait travailler là-dessus. En fait, je travaille avec le corps et la sensibilité dans le corps. Et donc, et je travaille aussi au fait de lâcher les masques. Ce que je disais, on se met pas à jouer un personnage. On va jouer un personnage une fois que les masques sont tombés. Là, on peut se mettre à faire tu vois, à commencer à composer. Mais moi, je trouve qu'il n'y a pas plus beau qu'un acteur transparent qui est vulnérable et qui se laisse voir, et voilà. Mais c'est vrai que ça peut venir chambouler des choses, et en même temps, c'est tellement libérateur. C'est tellement joyeux. Mais c'est vrai que si on est beaucoup attaché à notre personnage dans notre vie, justement notre personnalité, ou chacun, on a tous des habitudes, ça peut venir rebousculer. Et l'approche que j'enseigne, elle peut ne pas forcément, ça peut se faire très très en douceur, et puis pour d'autres, tout d'un coup, ils vont réaliser, il y a des choses qui vont se mettre à rebouger différemment. Mais en tout cas, je veux dire quand même que je passe pas du tout par du personnel, moi, pour l'art. Oui. Et la thérapie, tu vois, par exemple, moi, je considère qu'on fait pas sa thérapie sur scène. Oui, bien sûr. Il y a vraiment une différence entre les deux.
Mais par contre, Mm. ça peut avoir... Et en même temps, je t'ai parlé, ouais, c'est ça, ce qu'il y a une frontière entre l'espace sacré enfin, tu vois, la ligne dorée, quoi, entre l'espace artistique et quand je ressors, je peux ressortir. Je suis pas, je fais pas de confusion. Donc forcément, on est des êtres humains, donc il y a des passages, mais c'est important aussi de se dire, bah là, c'est dans le cadre artistique, c'est-à-dire dans cet espace avec cette ligne dorée. Là, il y a un espace d'autorisation supplémentaire. Là, je reçois beaucoup plus que je reçois d'habitude. Je suis à l'écoute de toutes mes sensations. Et quand j'en ressors, bah, je peux en ressortir en fait. Et ça, je peux ressortir très très vite. Il n'y a pas on s'accroche pas à ce qui s'est passé. Et ça, je trouve c'est important parce que c'est ça qui permet que ce soit sain en fait. Et on Ouais. n'en parle pas tout le temps de ça, tu vois, dans le métier d'acteur. Ouais. Et moi, il y a quelque chose que j'ai vu aussi par rapport à ce qui a été créé. C'est ce que je disais, c'est que pour moi, en fait, c'était pas juste une œuvre d'art, c'était un temple. Et enfin moi, le nouveau slogan des Terres d'Alma, enfin depuis quelques mois, mais c'est les prêtresses des temps modernes ont des business orgasmiques. Et pour moi, les entreprises d'aujourd'hui, c'est les temples d'hier. Et on a besoin de recréer des espaces des rituels. Et moi, ce que j'ai vu ce soir-là, c'est qu'en plus, tu vois, il y avait des codes. Il y a des codes qui ont été donnés. Il y a des transformations Ouais, dans l'ADN. C'est pas juste une œuvre qu'on regarde. c'est C'est ça. qu'il y a eu, ouais, en fait, c'est une montée en fréquence sur certains aspects, récupérer des codes fréquentiels et transformer sa vie. Donc, c'était pas juste écouter un texte. Et pour moi, il y a eu cet aspect temple avec les codes. Et en fait, c'est comme si chaque partie du texte, comment dire, chaque partie du texte, moi, j'ai été challengée sur chaque partie du texte dans Ah ma ouais. vie. Sur ok, tu veux monter sur scène, tu veux défendre ce message, ce qui se passe beaucoup dans l'entrepreneuriat. Ok, tu as choisi de travailler là-dessus. On en parlait avec Karine Morer, elle choisit de travailler sur le consentement. Et ben en fait, dans son sujet, elle va être challengée sur le consentement. Il y a vraiment ce truc-là qui se passe en fait quand on choisit d'être les porteurs de parole. Là, j'ai une amie qui est vraiment à porter la parole sur la colère. Elle m'a dit, depuis que j'ai parlé de la colère, bah, j'ai jamais eu autant d'embrouilles dans mon entourage sur la colère. Ouais. Quand on choisit d'incarner un sujet, ben en fait, on va le vivre dans notre vie. Et c'est exactement. Moi, j'ai parlé du sacrifice et du coup, j'ai beaucoup exploré le sacrifice pendant la création du spectacle et dans l'après. Ouais. Mais je pense que vous l'avez vécu, et toi certainement, voilà, avec l'intégrité que tu as quand tu te lances dans des projets. Tu vois, par exemple, je pense que des artistes professionnels auraient peut-être moins été, tu vois, en fait, je pense que du coup, je sais pas comment t'expliquer, mais je pense que aussi parce que tu as envie de bouger, donc Ah oui. en fait, il y a un truc en toi qui, du coup, ouais, a envie d'incarner ça et donc, du coup, se fait bouger par ça. Mais je pense qu'un artiste qui a l'habitude de monter sur scène et qui, voilà, c'est son métier, etc., peut-être qu'il aurait été bougé, mais possiblement pas à la même dimension. Et je pense que toi, tu as l'habitude de ce travail de. Je vais chercher dans enfin, je viens être bougé dans mes profondeurs. Voilà, je pense qu'il y a quelque chose, ouais, de C'est pas probablement subi. différent. Mais voilà, c'est un gros point d'interrogation. Je sais pas, ça se trouve, il y avait vraiment. Ouais. Ouais, on verra avec le temps. En tout cas, c'est pas subi, c'est sûr. C'est que j'ai donné mon autorisation pour qu'il se passe, même inconsciemment, mais je l'ai donné pour qu'il se passe tout ce qui s'est passé. Et c'est certainement Ouais. aussi parce que c'était tes codes aussi, hein, si tu veux. Il y a quand même un truc qui s'est passé avec dans l'histoire où on est parti de l'Égypte, qui était ton histoire, Isis, les codes. Il y a quelque chose qui est vrai, qui était vraiment voilà. Et puis après, on a mis le tambour, enfin, on a fait quelque chose de très très rituel en fait, très très ouais. Qui était au-delà de ce que tu dis de l'artistique, quoi. Et ça amène vers que, pour moi, ce spectacle aussi qui était très fort, c'était comme une guérison. Mais oui, c'est ça. C'est ça. Ouais, il y avait cette dimension-là dans le spectacle et ça, c'était pas juste un spectacle en fait. Je sais que même dans les retours publics, les gens étaient, ouais, il y avait vraiment un truc très fort. Les gens étaient touchés, quoi. En fait, en fait, c'est ça qui m'a vraiment plu, c'est que je me dis, ah ouais, si l'art peut toucher comme ça, et peut transformer comme ça le public. Ah là là, c'est quel plaisir en fait aussi, tu vois, enfin on sait il y a quelque chose qui était grand en fait, Mm. qui était très grand par rapport à ça et je pense que je n'avais jamais vécu cette dimension aussi ouais, forte avec un public, de l'impact que ça pouvait avoir quoi. Mm.
Mm. Top. Merci Emel pour notre échange. Hyper nourrissant, magnifique. Pour les personnes qui... En fait, ce podcast, il est fait déjà pour expliquer l'envers du décor de ce qui s'est passé dans le spectacle. Et il est aussi fait pour toutes les personnes qui ont envie de créer une œuvre, de monter sur scène, de vivre juste une expérience comme ça d'exploration du corps. Quels sont les espaces que tu peux leur proposer pour les personnes là qui se sentent, qui disent ah mais ça me parle, moi aussi j'ai envie de faire ça. Tu proposerais quoi toi? Bah, la première chose, moi, que je trouve importante, c'est déjà cette, en tout cas, moi, ce que je propose dans mes labos artistiques, c'est la reconnexion, ouais, au corps, savoir comment ça circule dans mes émotions. Enfin, déjà, avant même toute histoire que je veux incarner, d'aller vraiment se contacter soi, en dehors des mots, en dehors de tout ça, d'aller vraiment, ouais, travailler sur sa présence et donc de choisir les bons endroits pour ça. Moi, je sais que ça a mis du temps avant que je trouve vraiment ce qui me parle profondément. Et puis après, une fois que ça c'est prêt, on peut aller créer quoi. On peut... Mais là, on a un peu tout fait en même temps. Bon, ça a marché, mais je recommande vraiment déjà Non. de trouver des approches qui reconnectent vraiment profondément, ouais, au corps, aux émotions, comment ça circule. Voilà. Et Je sais toi, pas si je suis concrètement, assez qu'est-ce que tu précise, mais proposes pour les personnes qui veulent rejoindre ton univers? qu'est-ce que je propose, tu dis? Oui, est-ce que tu peux résumer Ouais. les différentes portes pour les personnes qui ont envie de rejoindre ton univers? Alors, les différentes portes, c'est donc il y a un labo que j'appelle le labo Fondation, donc qui se base sur l'approche Tchekhov et l'approche de l'acteur vivant et inspiré que j'ai créé, moi, à partir de tout ce que j'ai réuni en moi, qui commence en novembre prochain et qui finit en juin. Donc, c'est un cycle sur 8 mois, où c'est deux jeudis, enfin deux jeudis par mois, ou deux samedis, bref. Donc ça, c'est un cycle long. Et moi, j'aime bien que ça soit long parce qu'il y a la transformation qui est possible. Et j'aime bien travailler avec des gens qui ont envie de vraiment se transformer. Et l'approche que je propose est vraiment transforme pas seulement l'artiste, mais transforme l'humain profondément. Tout le monde me le dit. Là, j'ai des retours incroyables par rapport à ça. À quel point ils sont plus vivants. Simplement, ils sont même plus de vitalité. Enfin, il y a plein de choses. Et un labo création, qui est la deuxième étape quand on a fait le labo fondation. Voilà. Et puis, il y a des portes qui sont en train de s'ouvrir, mais c'est encore en gestation, parce que voilà, suite au spectacle, on m'a demandé d'accompagner pour un spectacle. Donc, j'ouvre ces possibilités-là qui commencent à s'ouvrir sur comment accompagner voilà, des personnes qui ont envie de monter sur scène et qui ne savent pas comment faire et comment moi je peux les accompagner dans ce processus. Et en tout cas, dans ce processus, j'aime bien repasser par déjà ouais, les fondations de l'acteur. Et donc, les personnes peuvent me contacter déjà si elles sont intéressées euh, par ça, si c'est un désir de monter sur scène. Quoi. Voilà. Et puis, je proposerai peut-être des stages plus courts, mais on verra. Pour l'instant, je mets mon énergie sur des temps longs parce que c'est ce qui me tient à cœur pour créer de la vraie transformation. Voilà. Mm. Tu l'as déjà un peu dit, mais je le repositionne. Moi, par exemple, si je devais refaire un spectacle dans un temps aussi court, je ne le ferais pas. Là, ça a été beau, mais c'est surtout parce que on ne savait pas que ça allait devenir une vraie œuvre, en fait. C'était pas ça la commande, le point de départ. Mais si vous avez envie, vous voyez le spectacle orgasmique, vous dites, ah, mais j'ai tellement envie de vivre ça et de créer ça aussi. Ne partez pas sur le même modèle. Là, c'est un concours de circonstances. On a été emportés par la vie. Il s'est passé plein de trucs. Mais je pense que les délais qui sont plus recommandés, on est sur du plusieurs mois, quoi, quand même, Emel. Bah, ça dépend en fait d'où on part aussi. Tu vois, si t'es jamais monté sur scène, oui, moi, tu vois, par exemple, je fais 1 an où c'est l'instrument de l'acteur, on travaille sur une pièce et on arrive à avoir des super déjà résultats. Mais ouais, normalement, tu montes même pas. Si en tout cas t'as pas joué ou même en tant qu'acteur, tu n'étais pas complètement prêt, ton instrument est pas prêt. Normalement, c'est après 1 an, quoi. Au moins après 1 an d'avoir vraiment éprouvé. Enfin, c'est mieux. Après, ouais. Moi, je me suis dit la même chose, hein, pour être très honnête. En fait, je
là, on est parvenu à faire je sais pas, un tour de magie, je sais pas comment on a fait, mais c'était très dense, quoi. Et il vaut mieux prendre le temps. C'est bien de se donner ce temps-là, parce que c'est aussi un travail honnête, du coup. Avec toi, on n'est pas juste pour monter sur scène. En fait, monter sur scène, c'est juste la partie émergée, ça, de l'iceberg. Mais en fait, il y a tout un travail en amont pour y être. Et pour y être joyeusement, en fait, c'est surtout ça, moi, que j'ai envie. C'est pas y être en se faisant violence. C'est donc se donner les conditions pour que la plante pousse. Tu vois, terre de myrte, je l'ai créé, et le petit symbole, c'est une plante. C'est que la plupart du temps, on va pousser sur la plante pour aller faire son show, tu vois. Et du coup, ça peut être enivrant, mais voilà, mais en fait, on n'a pas de base. Moi, je recommande vraiment d'aller voir notre terreau, d'aller créer les conditions pour que ton acteur, ton artiste soit nourri et que ça soit solide. Et comme ça, quand il monte sur scène, c'est à la fois joyeux et à la fois confiant, quoi. Confiant, mais pas de la confiance de motivation. Il y a un acteur qui me disait ça, c'est pas de la confiance, tu vois, comme à l'américaine, on va te dire des phrases et des trucs comme ça, c'est de la confiance dans le corps. Ça n'a rien à voir. Voilà, donc moi je recommande cette humilité du processus vivant, en fait. Complètement. Voilà. Merci Emelle pour tous tes partages. Merci. Je vais mettre le lien vers ton site pour toutes les personnes qui sont intéressées pour découvrir le travail d'Emelle. Merci d'avoir écouté. Dites-nous ce que vous en avez pensé, comment ça vous nourrit, est-ce que vous avez envie de créer une œuvre. Si vous avez des questions, allez-y en commentaire, faites-vous plaisir. Et je vais dire une dernière chose, juste pour être plus concrète. Je vais proposer des sessions découvertes en septembre et en octobre, qui sont juste sur participation libre et consciente pour venir découvrir le travail. Donc, je fais des séances d'ateliers de 4h30, 4h30, ouais, donc des bonnes séances pour venir découvrir en fait mon approche qui est vraiment sur cet endroit de comment je peux libérer mon talent artistique, mon talent d'acteur. Et donc, il y aura des sessions en septembre et en octobre. Donc, si vous voulez vous inscrire, ça vous engage à rien, vous venez découvrir. Ça se trouve, vous n'allez pas vous inscrire, mais en tout cas, ça vous donne le goût et le mieux, c'est d'expérimenter. Donc voilà, je vais ouvrir. Chaudement recommandé. Et ensuite, vous pouvez retrouver le lien en description du spectacle pour regarder le spectacle Vie Orgasmique. Je donne toutes les indications au début de la vidéo pour vous mettre dans les bonnes conditions pour regarder ce spectacle. Voilà, donc faites-vous plaisir et je vous laisse regarder les indications au tout début, vous retrouverez le lien en description. Merci Emelle, merci à toi. Merci beaucoup, merci à toi. Alors dis-moi, qu'est-ce que tu as pensé de cet épisode ? Est-ce que ça t'a donné envie de créer un spectacle ou un autre projet artistique ? Comment ça t'a donné envie de te déployer ? Si tu as des rêves fous et que tu as besoin de mieux les identifier, de vraiment de percevoir et de dire mais c'est concrètement ça que j'ai envie de faire, d'avoir une feuille de route, de les réaliser sans te cramer, vraiment avec ton feu sacré, ta puissance énergétique, je t'invite à rejoindre le programme Les Leaders Allumés, il y a le lien en description. Et le programme, le premier module, il est offert jusqu'au 12 septembre, donc profites-en. Et après, tu pourras aussi rejoindre l'aventure avec nous, parce que ça va durer 2 mois. On va être plusieurs créateurs réunis pour que je te transmette une merveilleuse méthode de leadership révolutionnaire pour piloter tes projets différemment, avec beaucoup de joie et de connexion au grand tout. Et si tu as envie, tu peux aussi rejoindre la retraite cosmique Orgasmic Leaders en Thaïlande du 20 au 28 septembre. Sur mon île magique de Koh Phangan, c'est une île de libération de l'être où on s'autorise à voir grand, on s'autorise à jouir de la vie et là tes rêves, tu vas voir, ils vont gagner en densité et du coup tu vas pouvoir tracer une feuille de route et quand tu vas revenir chez toi, tu vas pouvoir te déployer mais avec comme s'il y avait quelque chose qui te portait un élan très 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 propulseur pour toi. Voilà, je t'embrasse et je te dis à bientôt.